Bonjour, bienvenue sur Coupe-Fil, une émission qui vous donne les clés pour mieux comprendre, apprécier et pourquoi pas collectionner de l'art contemporain. Coupe-Fil, c'est 1 heure de liberté, c'est un regard sur le monde à travers l'actualité artistique. Nous passerons en revue tous les aspects de la création contemporaine, la photo, le design, mais aussi les expositions d'art moderne et pourquoi pas d'art ancien, afin de vous apporter le meilleur de l'art. Nous vous donnons rendez-vous en direct, le 3e vendredi de chaque mois, pour vous guider pas à pas dans cet univers passionnant, à l'aide de nos invités, galeries, artistes, mais aussi commissaires d'exposition, directeurs de musée. Bonjour Pierre. Bonjour Benoît. Au menu de l'émission de ce soir, nous vous proposons une interview de Stéphane Coréard, qui est le commissaire du Salon de Montrouge, qui est le salon des artistes émergents. Nous enchaînerons ensuite avec le premier dossier de cette émission, qui est consacré à Keith Haring, ce petit génie des années 80, proche d'Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat. Et nous continuerons avec les expositions et vernissages à ne pas rater en ce mois de mai. Puis nous ouvrirons le deuxième dossier consacré à l'exposition au Grand Palais, l'exposition intitulée Dynamo sur l'art cinétique et l'art optique, un siècle de mouvement et de lumière de 1913 à 2013. Et enfin, nous terminerons cette émission avec l'actualité du design. Nous ferons un petit parcours des expositions à voir en ce moment, notamment l'exposition Bouroulec aux Arts Décoratifs à Paris, toujours. Et nous terminerons par la revue du Web Arty que Benoît nous proposera. Et nous commençons ce soir avec l'interview de Stéphane Coréard. Stéphane Coréard qui est critique, journaliste, commissaire d'exposition, qui a été aussi directeur de galerie, si je ne me trompe, et qui est depuis 2011 directeur du département d'art contemporain d'une maison de vente, la maison Pierre Cornet de Saint-Cyr. Stéphane Coréard, bonsoir. Bonsoir. Je ne me suis pas trompé dans votre CV? Absolument, j'ai finalement occupé à peu près toutes les fonctions possibles dans l'art, sauf artiste. Et pour cette nouvelle édition du Salon de Montrouge, qui a commencé le 16 mai, comment s'est passée la sélection des artistes? Alors nous sélectionnons les artistes sur leur dossier, on prend au moins 10 reproductions d'œuvres récentes. Depuis 5 ans que je suis commissaire du salon, je reçois maintenant 3 fois plus de dossiers qu'au départ. On a reçu cette année 2700 pour en sélectionner finalement 70. Alors au départ, c'est moi qui regarde les 2700 dossiers, ce qui prend un peu plus de 3 mois. Et puis à la fin, je suis accompagné par une quinzaine de membres d'un collège critique qui est renouvelé tous les ans aux 2 tiers et qui m'accompagne jusqu'à la sélection finale. Et cette année, la présidente du jury est Bice Kuriger, qu'on a pu voir à l'œuvre comme commissaire d'exposition à la dernière Biennale de Venise. Comment s'est fait ce choix du jury de cette année? Alors, le choix s'est porté pour la première fois d'ailleurs depuis que je suis commissaire, vraiment à l'unanimité quasiment sur au moins 2 des 3 lauréats. Le jury réunit toujours autour d'une personnalité importante du monde international de l'art. Effectivement, Bice Kuriger est succès, c'est aussi la fondatrice de la revue Parquet, qui est dans une référence depuis une trentaine d'années. Et il réunit aussi donc des galeristes, des artistes, des collectionneurs qui viennent découvrir en avant-première le salon et choisissent les 3 lauréats. Ces 3 lauréats bénéficient d'une exposition personnelle dans l'espace des modules Palais Tokyo 6 mois après leur prix, ce qui fait qu'en quelques mois, ils passent en général de l'anonymat plus complet jusqu'à une exposition dans un des centres d'art les plus importants de France. Nous venons de voir sur l'écran l'œuvre de Théo Mercier, qui est l'artiste invité aussi cette année au Salon de Montrouge. Théo Mercier, je crois, n'a pas gagné le prix au Salon de Montrouge, si je ne me trompe. Absolument, il était exposé en 2009. C'était la première fois qu'il montrait son travail et c'est la première année que je choisis d'inviter comme invité d'honneur, comme artiste invité d'honneur, un ancien exposant du salon, ce qui permet de montrer de manière très concrète finalement comment ça peut se dérouler les premières années de la carrière d'un jeune artiste. Et le fait, comme vous soulignez, que Théo Mercier n'ait pas gagné un des 3 prix, et il n'est donc pas exposé dans ce cadre-là au Palais de Tokyo, même s'il a exposé ensuite sur l'invitation de commissaire. C'est justement tout le symbole que je veux donner au salon, parce que aujourd'hui l'émergence des jeunes artistes se passe beaucoup
dans la foulée de leur passage dans les écoles d'art. Et finalement, plus on est brillamment diplômé d'une grande école, plus on a de chance d'émerger aujourd'hui. Au salon, on essaye de réaliser l'émergence sur une autre base, c'est-à-dire vraiment sur la base du travail artistique. Il y a beaucoup de diplômés, évidemment, d'écoles d'art qui font au salon, mais il y a aussi beaucoup d'autodidactes, des gens qui ont des parcours beaucoup plus tortueux au singulier. Et finalement, Théo, qui lui-même est un autodidacte, montre bien qu'on peut aussi réussir sans être L'Oréal, sans numéro. C'était un peu le signal que je voulais envoyer cette année. Alors, bonsoir Stéphane Correa. Bonsoir. Est-il possible de parler d'une tendance pour cette édition 2013 ? Comment définir la sélection ? Alors, il est un peu aberrant finalement de parler d'une tendance, puisque le principe même du salon, c'est de présenter toutes les tendances. Sur 2700 dossiers qui m'arrivent, j'ai la chance effectivement de recevoir des pratiques qui sont représentatives de tous les médiums, absolument de tous les styles, de toutes les tendances, et c'est ça que j'essaye de conserver dans la sélection finale. Néanmoins, chaque année, il y a des dominantes qui sont visibles, parce que les artistes ne vivent pas en dehors du monde qui les entoure, moi non plus. Et cette année, moi, ce qui m'a frappé, peut-être parce que le contraste était aussi très puissant avec la scénographie que Nathalie Frappet a dessinée cette année comme un jardin à la française, très serein, comme ça, très classique, d'une certaine manière dans sa déambulation, c'est que la plupart des artistes montrent un monde en crise, mais en prenant le terme de crise, dans cette logique de critique. Il y a beaucoup d'œuvres au salon cette année qui sont des critiques radicales de tous les savoirs ou croyances établies. C'est ça qui m'a frappé. Et à ce salon, il y a surtout des jeunes artistes, des artistes qui sortent de l'école, des artistes qui sont à 100% sur leur travail d'artiste ou qui font autre chose. Quel est le profil des artistes ? Alors, volontairement, j'ai voulu garder deux critères qui sont à la fois très techniques et très flous. Le premier, c'est d'être en début de carrière publique. Il n'y a donc pas de limite d'âge, mais la moyenne d'âge des exposants du salon est de 29 ans. L'autre critère, c'est d'avoir un lien fort avec la France. Donc les artistes qui exposent, soit sont français, soit vivent en France, soit en étudiant en France, soit sont francophones. Évidemment, comme ce sont des artistes à découvrir, ils n'ont pas de marché, ils n'ont pas de revenus en général de leur activité d'artiste. Donc certains, effectivement, sortent de l'école. Je crois que le plus jeune exposant, c'est à 23 ans. Il est à peine, c'était une école d'art, le plus âgé à 49 ans. Mais le profil type, c'est plutôt des artistes qui sortent de l'école depuis 5 à 10 ans, je dirais, et qui se sont laissés un peu submergés par un métier alimentaire qui leur est nécessaire pour vivre, et ils ont un petit peu décroché du milieu, finalement, parce qu'ils n'ont pas toute la chance de trouver une galerie et d'être professionnalisés. Et le salon est à ce moment-là une occasion presque unique, dans le paysage de l'art aujourd'hui, de pouvoir embrayer, remontrer leur travail à l'ensemble des professionnels examinateurs et espérer retrouver des soutiens professionnels, marchands, privés, critiques, etc. Alors justement, ce qui est assez frappant au salon, c'est notamment sur la journée professionnelle, on rencontre pas mal de galeristes qui viennent fureter un peu pour chercher des nouveaux artistes. Quel est le public visé par ce salon ? Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme public ? Plutôt justement ce public de marchands ou essayer d'éveiller le public en général à l'art contemporain et à différentes pratiques ? Alors, si vous voulez, on se sent au sein de mon rôle d'une double vocation. D'abord, c'est important de souligner que c'est une exposition assez importante dans l'envergure nationale qui reste gratuite pour le public. Et on vise par là, de manière assez claire, le grand public. Cette année, en fait, on a la chance que le métro de la ligne 4 a été prolongé jusqu'au pic des 3 ou 15 salons. Et l'année dernière, on a eu 15 000 visiteurs. Cette année, on espère un peu plus. De plus en plus, le Salon de Montrouge peut devenir un rendez-vous annuel pour des gens qui ont envie de voir la création de l'art contemporain, voir effectivement les nouvelles tendances. Ça, c'est une part de notre mission. Mais compte tenu du fait que la spécificité du salon est de présenter des artistes à découvrir, nous avons également une vocation de professionnalisation de ces artistes, et c'est pourquoi nous accordons beaucoup d'importance aux relations que nous nouons effectivement avec les professionnels, que sont les galeristes, les directeurs d'unité, les institutions françaises et étrangères, puisqu'on organise avec les Français un voyage de conservateurs étrangers qui viennent exprès pour rencontrer les artistes du salon, et également auprès des collectionneurs, si nous n'intervenons pas directement dans les ventes, qui peuvent éventuellement avoir lieu entre les artistes et les collectionneurs.
je fais personnellement très attention à ce que les collectionneurs viennent à Montrouge et puissent s'engager très directement auprès des artistes, parce que ce sont ensuite des avocats formidables qui vont parler des artistes à tout le réseau professionnel qui fréquente et qui finance. Et est-ce que cette année encore, vous allez faire la vente aux enchères qui avait eu cours l'année dernière? Oui, il y a une vente aux enchères qui suit le salon, effectivement, et qui existe depuis une dizaine d'années. Elle n'est donc pas du tout liée au fait que moi-même, aujourd'hui, j'ai une double activité, enfin, je suis même une triple. Je suis journaliste, mais je travaille également pour une maison de vente. Et c'est vrai que cette vente a été initiée il y a une dizaine d'années par la ville de Montrouge dans un double but assez simple. Le premier, c'était de continuer ce processus de professionnalisation auprès des artistes, c'est-à-dire de leur permettre de faire leur première expérience dans le monde des enchères et des ventes publiques, qui finalement les guettes à terme. Et puis l'autre raison très simple, c'est aussi que, comme je vous disais, nous n'intervenons pas dans les ventes, donc il faut que les collectionneurs éventuellement intéressés contactent directement les artistes et rentrent dans une négociation commerciale avec eux. Il y a des collectionneurs que ça dérange, qui n'aiment pas ce rapport directement avec les artistes, et donc la vente aux enchères, qui intervient 6 mois après le salon, et un peu une occasion de rattrapage pour que les collectionneurs puissent acquérir les œuvres en particulier avec le salon. Alors, petite question annexe quand vous parlez de jeunes collectionneurs. Quels seraient vos conseils à des jeunes collectionneurs ou passionnés qui désirent aujourd'hui acquérir de l'art contemporain? Quels seraient vos conseils? Alors moi, je donne toujours le même conseil à tous les gens qui collectionnent de l'art, et il me paraît très simple et très fin, c'est que je défends toujours la valeur d'usage de l'art. C'est-à-dire que je suis toujours frappé que des gens qui achètent par exemple une voiture 10 000 euros, quand ils sortent du garage, alors qu'elle est neuve, qu'elle a qu'une semaine, elle a perdu déjà le tiers de sa valeur, maintenant ça tout le monde l'accepte. Quand on parle d'art, tout le monde voudrait faire des bons placements ou même spéculer. Enfin, les gens acceptent assez peu de perdre de l'argent dans l'art. Alors que je pense que pour acheter très sereinement, il faut justement n'acheter que des œuvres qu'on achèterait quand même si on était sûr que dans 10 ans, elles vaudront zéro. C'est-à-dire que le plaisir qu'on aura à les accrocher chez soi pendant 10 ans suffit finalement à justifier cette dépense. Et au salon, la plupart des œuvres qui sont à vendre le sont pour une fourchette assez raisonnable avec de l'art contemporain, c'est-à-dire entre 300 euros et 1500 euros. Comme je dis toujours, si vous achetez 1500 euros pour 10 ans, il vous aura coûté 150 euros par an, c'est-à-dire finalement 50 centimes, quasiment, c'est même pas le prix d'un café. Donc lancez-vous, achetez suivant votre goût, suivant votre plaisir, quelque chose qui ne s'entendrait pas de conseil. Très bien. Écoutez, merci Stéphane Correa. C'est moi qui vous remercie et bonne émission. Merci beaucoup et bon salon encore, puisque le salon dure jusqu'au 12 juin. Et nous passons à notre premier dossier de la soirée qui est consacré à Keith Haring, cet artiste américain très connu dans les années 80, mort en 90. Le musée d'art moderne de la ville de Paris ainsi que le centre d'art le 104 dans le 19e proposent une double rétrospective de son œuvre qui s'appelle Political Line, puisque le choix des commissaires s'est porté sur l'œuvre politique de Keith Haring, avec les très grands formats qui sont présentés au 104. Pour se repérer dans l'histoire de l'art, nous pouvons associer Keith Haring au courant de la figuration libre, mouvement artistique du début des années 80 qui est apparu en opposition à un art beaucoup plus sérieux, un art minimal, un art conceptuel, plutôt froid. Et l'art figuratif, la figuration libre, propose des formes d'expression marginalisées. Et on y trouve des Français comme Robert Fombas dans les années 80, mais aussi Jean-Michel Basquiat aux États-Unis. Et donc, Keith Haring a vraiment évolué dans cet environnement d'artistes avec des Andy Warhol, des Jean-Michel Basquiat et Combas en France. On peut aussi le rattacher au pop art, oui. Ce qui est souvent le cas, et notamment pour Basquiat, puisqu'il était proche aussi de la Factory de Warhol. Et il a aussi notamment travaillé beaucoup sur l'aspect commercial de ses œuvres, même s'il en était très détaché, notamment en créant un magasin qui s'appelait Pop Shop,
qui était à New York et aussi à Tokyo, et dont on peut voir un bel exemple au 104, puisqu'il y a tout un container qui a été préservé et qui est présenté dans l'exposition. Et nous allons accueillir ce soir pour parler de Keith Haring Baptiste Lignel, qui a eu la chance en 1988, alors qu'il était âgé de 14 ans, d'être invité dans l'atelier de Keith Haring, passer l'après-midi pour du coup photographier cet atelier et photographier Keith Haring au travail. Et il nous livre le résultat de cet après-midi dans un ouvrage qui est publié aux éditions alternatives, que je présente là avec toutes les photos, peut-être pas toutes les photos de cette visite d'atelier. Baptiste va pouvoir nous dire ça tout de suite. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, est-ce que le livre reprend toutes les photos de ce que vous avez pu voir chez Keith Haring ? Ça reprend pas toutes les photos, mais ce qui est assez étonnant avec le recul du temps, parce que c'est des photos que j'ai faites il y a 25 ans maintenant, c'est que ça reprend une quantité assez certaine. C'est-à-dire que j'ai passé une après-midi avec Keith Haring dans son atelier, et sur cette après-midi entière, j'ai utilisé simplement 2 pellicules 36 poses, parce qu'on est donc en 88, il n'y a pas de photos numériques. Et puis j'ai 14 ans, donc de toute façon j'ai peu de pellicules avec moi. Donc j'ai utilisé 72 photos, et dans le livre je crois qu'il y en a 50. Donc c'est quand même une proportion peu commune, on va dire. Alors, première question que j'ai, avez-vous décidé de devenir photographe à partir de ce jour-là ? Et après, on repartira sur Keith Haring. Mais est-ce que ça a été un déclenchement à 14 ans de faire des photos de Keith Haring pour votre carrière future ? Pas vraiment. Je pense que j'avais j'avais l'idée d'éventuellement suivre cette voie un petit peu avant. Et cette séance de photos, en fait, a, dans mon souvenir et dans mon vécu, une importance plus personnelle que photographique. C'est plus un moment important dans ma relation importante avec quelqu'un qui était déjà très connu et qui avait une envergure voilà, conséquente, ce qui n'était pas quelque chose que je côtoyais au quotidien, donc c'est tout à fait exceptionnel dans ma vie. Mais l'importance de cette série de photos dans ma carrière n'est pas déterminante. Justement, je voulais revenir sur cette rencontre. Comment s'est-elle faite ? Puisqu'à 14 Alors, ans... elle s'est faite finalement de manière assez simple. Moi, j'étais tout simplement ce qu'on appelle un fan. Mon grand frère avait ramené un jour une affiche de Keith Haring quand j'avais 12 ans, je crois, et qui m'avait beaucoup plu. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis retrouvé très intéressé par le travail de cet artiste, mais qui était très peu visible et très peu disponible en France. Donc, on est en 86, 87. Il y a pas de t-shirt, il y a très très peu de choses d'accessibles. Donc moi, en faisant les librairies, j'arrive laborieusement à trouver un livre qui était le catalogue de sa première exposition, mais très peu de choses. Donc je reste vraiment sur ma soif. Et mon père, sans que je le sache, apprend qu'il va faire une exposition en Belgique, donc pas très loin, même s'il n'y a pas encore le train. Et du coup, le jour de mes 13 ans, je découvre dans mes cadeaux une enveloppe avec un billet d'avion pour Bruxelles. Ce qui évidemment me laisse un peu dubitatif. Je voyais pas le côté très sympathique du truc. Je comprenais pas de quoi il s'agissait. Et en fait, c'était simplement pour aller à Bruxelles, pour ensuite aller à Knokke-le-Zout, où donc Keith Haring faisait une exposition, avec l'espoir de le rencontrer lors de ce vernissage. Et la rencontre a eu lieu, il me semble, puisque en lisant le journal de Keith Haring, parce que Keith Haring tenait un journal, il mentionne votre venue dans l'exposition. Tout à fait. Ce que j'ai découvert évidemment des années plus tard, mais le jour de ce vernissage, par une série de hasards, je me retrouve allant dans l'exposition seul, un peu plus tard que les autres,
Et je découvre dans la galerie qui est son galériste que j'avais déjà rencontré, qui se charge de faire les présentations. Et donc, voilà, du haut de mes 13 ans, je me retrouve à m'immiscer dans la conversation qu'ils avaient, et puis ensuite à participer, à intervenir, à dire ce que je pensais de ceci et de cela. Ce qui évidemment fait beaucoup rire Kiss, qui avait, lui, déjà 30 ans. Et de voir ce petit bonhomme qui arrive et qui commence à lui donner des leçons, ça le faisait évidemment sourire, parce que c'était quelqu'un qui a toujours gardé une grande proximité avec les enfants. Et donc de vraiment cette première conversation qu'on a pu avoir ensemble dans la galerie euh, est né le point de départ de notre amitié qui a ensuite duré jusqu'à sa mort. Et pour revenir à ce 30 octobre 1988, comment était son atelier? C'était un atelier rangé, en désordre, avec de la musique. Quel style de musique? Comment était son atelier, son univers de création? Alors son atelier était très grand, en tout cas à mes yeux d'enfant c'était immense, extrêmement rangé, ce qui était peut-être quelque chose auquel je ne m'attendais pas. En tout cas c'était vraiment très... Il y avait des petites piles bien rangées d'affiches ici, de maquettes de sculptures là, ces t-shirts pour le pop shop là. Donc enfin, vraiment tout était très bien organisé. La musique, bien sûr. Qui c'était quelqu'un qui était très nourri par le hip-hop et très présent sur cette scène-là. Il a fait des trucs avec les Run DMC, il a fait des trucs avec De La Soul, des groupes vraiment importants de cette époque-là. Donc, quand on arrive dans l'atelier en début d'après-midi, il y a du rap et il y a un gros système de son dans son atelier avec des grosses baffles et tout. Donc voilà, il y a du son très fort. Ce qui ne me surprend pas, par contre, ce qui m'a surpris, et ce qui est la raison pour laquelle je m'en souviens aussi précisément, c'est qu'au moment où il a fini d'installer, c'est-à-dire que les feuilles sont au sol, que ses pinceaux sont sortis, que sa peinture est sortie, à ce moment-là, il va vers la chaîne et il passe du rap à de la musique classique. Et pour toute la séance de peinture à proprement parler, en fait, il va écouter la musique classique. Ce qui était pas quelque chose auquel je m'attendais. J'ai aucune idée de ce qu'il jouait parce que, évidemment, à 14 ans, je ne savais pas du tout voilà, ce que c'était. Mais c'était voilà, particulier. Ce qui met aussi, je trouve, une certaine ambiance avec le fait qu'il soit aussi organisé, qu'il écoute de la musique classique dans ce même contexte. Voilà, créer une sorte de situation extrêmement calme, extrêmement concentrée. On est tous les deux, hein, on est vraiment tous les deux dans l'atelier pendant toute la durée de l'après-midi. Et on parle très peu, quoi. Lui, il est en train de travailler, il est concentré sur ses tableaux. Moi, je fais des photos, en même temps, je virevolte à droite à gauche, je furette, je regarde. Parce que si tout est bien rangé, c'est quand même un empilement de choses qui attise ma curiosité, qui suis enfin dans le lieu, quoi, avec un amoncellement de choses passionnantes. Donc c'était un moment en même temps très fort parce qu'on est juste tous les deux, et en même temps de production assez intense parce qu'il travaille sans interruption dans une concentration très forte. Alors justement, pour en revenir à la musique et ce que vous disiez, dans l'exposition qui a lieu en ce moment au Musée d'Art Moderne, il y a une salle un peu disco où on retrouve les œuvres de Keith Haring plongées en lumière noire, qui fait ressortir le côté fluo. Et la bande-son, c'est plutôt de la pop des années 80, justement. Est-ce que, du coup, pour revenir à l'exposition, qu'avez-vous pensé, vous, de cette rétrospective ? Alors, de ce que j'ai compris, c'est une exposition qui ne prétend pas être une rétrospective. Et ce qui est un bémol important parce que autant j'ai pris un plaisir immense à visiter cette exposition et ces expositions, parce qu'il y a des œuvres fantastiques, autant j'en suis ressorti avec quelques petites frustrations parce qu'il me semblait qu'il y manquait certaines choses. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est pas nécessairement une critique qu'on peut leur faire dans le sens où ils ne disent pas on fait une rétrospective. Donc c'est une exposition selon un axe thématique qui est relativement bien respecté et du coup mes frustrations sont peut-être moins justifiées. Au final, je reste 25 ans plus tard avant tout un fan de Keith Haring
sur lequel j'ai jamais essayé de construire une connaissance encyclopédique ou voilà, particulièrement pointue. Et donc, quelle que soit l'exposition que je puisse voir, je vis avant tout un très grand plaisir d'être face à ces œuvres, dont certaines je peux connaître et certaines je ne connais pas. Donc, typiquement, dans cette exposition, il y a des choses que j'avais jamais vues avant. Et pour moi, c'est à chaque fois un plaisir très fort, une émotion très forte. Par exemple, toute la série des dessins dans le métro, c'est extraordinaire d'avoir non seulement les dessins, mais même le cadre en métal qui a été dévissé avec l'affiche d'à côté, sont des choses que j'avais pu voir en photo, que j'avais pu voir dans des livres, mais que je n'avais jamais vu en vrai. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement fort. Les peintures dont vous parlez, qui sont éclairées par la lumière noire, c'est extraordinaire. Il y a des photos, il y a des peintures que j'avais vues, mais pas mises en scène comme ça, donc que j'ai découvert sous un angle différent, ouais, sous une lumière différente, tout simplement. Et la possibilité de découvrir des choses nouvelles dans les œuvres que je connais ou simplement des œuvres nouvelles est pour moi un plaisir immense. Et les expositions aussi, je trouve, se complètent assez bien avec les œuvres assez monumentales au 104 et puis le musée d'art moderne de Paris avec un nombre d'œuvres assez conséquent. Petite question, on connaissait Keith Haring très généreux dans les dessins, dans le geste, mais aussi dans les dessins qu'il remettait ou les peintures murales, etc. Qu'est-ce que vous gardez de cette générosité de Keith Haring dans votre vie de tous les jours ou dans votre travail de tous les jours? Le terme générosité me semble effectivement celui qui correspond le mieux, si on devait le résumer en un mot, à la personnalité de Keith Haring, qui était quelqu'un que j'ai vu donner des choses sans interruption jusqu'à sa mort. Vraiment, je l'ai vu à sa dernière visite à Paris, 3 mois avant son décès. Et même là, il faisait des dédicaces, il donnait des autographes à tout le monde. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fondamentalement ancré dans sa manière d'être. Alors, il y a 2 réponses à votre question. Il y a d'abord des choses que je conserve, qui sont des choses qu'il m'a données. Donc que ce soit des dessins ou que ce soit des t-shirts. Il faut garder en tête que j'étais extrêmement jeune à cette époque-là. Moi, j'avais 13 ans, il est mort, j'avais 15 ans et demi, si on veut. Donc, j'étais finalement plus intéressé par les t-shirts, les badges, les casquettes, toutes les productions du Pop Shop que par des choses qui étaient qui avaient plus de valeur. Et du coup, il y a une scène notamment qui a lieu d'ailleurs exactement le lendemain de cette prise de vue dans son atelier. Il m'emmène au Pop Shop, dont il m'envoyait régulièrement. Pourtant, déjà, il m'envoyait des colis à Paris. Il m'envoyait des colis avec des t-shirts, avec des choses comme ça pour que je les aie. Et donc, le lendemain de ce jour de prise de vue, qui est donc le 31 octobre 88, il me dit, écoute, on va aller au Pop Shop parce que ça fait un moment que je t'ai rien envoyé. Donc, on a fait des nouvelles choses. Il faut que tu puisses voir ce qui t'intéresse. Donc, on y va tous les deux. Le Pop Shop est à 2 pâtés de maison de son atelier. C'est juste à côté. On rentre dans le Pop Shop et il me dit, ce qui est un peu le rêve de tout enfant ou de toute personne, il me dit littéralement, tu prends ce que tu veux. Voilà. Et donc je me retrouve dans le Pop Shop seul, parce que c'est le matin, que ça vient d'ouvrir, il n'y a personne, et avec carte blanche, quoi. Donc j'ai pris les choses à la lettre, hein, j'ai fait ça très simplement, et j'ai rempli 2 sacs énormes de t-shirts que je porte encore à ce jour, quoi. Et puis certains maintenant... ce sont mes enfants qui les portent, mais donc voilà, il y a une générosité qui était extrêmement littérale, extrêmement immédiate dans sa manière d'être. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de votre question sur la manière dont ça a pu influencer ou impacter ma manière à moi de travailler, c'est vrai que j'essaie de conserver cet état d'esprit, notamment sur une chose qu'il faisait, c'est qu'il avait en même temps un marché en galerie où il vendait très bien, ça marchait très très bien, même en 87, enfin, de toute façon il est mort peu de temps après. Donc voilà, il avait une vie commerciale dans le monde de l'art qui marchait très très bien. Et dans le même temps, il y avait le Pop Shop où il vendait des t-shirts, mais il vendait aussi des affiches et il vendait aussi, ce que les gens oubliaient souvent, des sérigraphies également. Donc c'était des sérigraphies à 150 exemplaires ou à 200 exemplaires, qui étaient peut-être pas très grandes,
et qui vendait pas très cher de ce fait-là. Donc vous pouviez acheter une sérigraphie de Keith Haring pour $150. Voilà, et c'est ce type de démarche-là, de dire on fait des choses pour accrocher au mur pour un certain marché de l'art, mais est-ce qu'on peut faire peut-être autre chose, produit différemment pour un public plus large, avec une accessibilité plus large, et quelque chose que je m'efforce autant que possible de faire aussi dans le domaine de la photo qui est le mien aujourd'hui. Baptiste, merci. Je rappelle à nos spectateurs que le livre est édité chez Alternative, que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies, et notamment à la librairie du Musée d'Art Moderne et du 104 pour les gens qui iront voir l'exposition. Voilà, et l'exposition jusqu'au 18 août. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Les quelques expositions et vernissages, Pierre, à ne pas rater en ce mois de mai. Et je vous propose de démarrer avec Ron Mueck à la Fondation Cartier, qui est un Australien qui vit à Londres et vit et travaille à Londres. Il présente 9 sculptures hyper réalistes, c'est-à-dire des sculptures avec une précision de geste, une exactitude de la réalisation, de la chair, la souplesse soupçonnée de l'épiderme, leur donne toute une apparence de réalité. Donc on est réellement face à des sculptures, pratiquement des êtres vivants, mais immobiles. Cependant, Mueck joue avec des effets importants, puisqu'il joue avec des effets d'échelle, et les pièces sont soit immenses, soit minuscules. Donc c'est très, très surprenant, et c'est à voir donc, à la Fondation Cartier, Ron Mueck, qui présente 38 sculptures, 20 sculptures, mais sa carrière est de 38 sculptures en 20 ans. Voilà, donc à voir à la Fondation Cartier jusqu'au 29 septembre. Oui, parce que c'est un artiste qui a très très peu produit, effectivement. Après, je suis moins d'accord avec toi, Benoît, sur l'intérêt de cette exposition. Puisqu'il y a effectivement d'autres artistes hyper réalistes qui ont peut-être une approche un peu plus critique, un peu moins plate, tout simplement, peut-être un peu dur. Voilà, je pense à Duane Hanson, justement, qui fait aussi des sculptures hyper réalistes de notre société de consommation. Et qui avait été présenté en effet à la Villette il y a quelques années. Voilà. Alors bon, là, il y a le côté monumental de la sculpture phare de l'exposition, qui est un couple de personnes âgées qu'on a vu à l'écran, qui fait 4 mètres de haut, donc assez monumental et d'un réalisme troublant, en effet. Alors pour continuer, je vous propose aussi le nouvel espace parisien de la galerie Almin Reich, qui vient d'ouvrir et qui présentera à partir du 1er juin James Torrell, artiste australien aussi, qui est un sculpteur de la lumière. Et donc, si vous désirez vous immerger dans un environnement de lumière, ça sera possible à partir du 1er juin à la galerie Almin Reich. Alors, après les Australiens, Benoît, on va passer du côté italien. Je vous propose 2 expositions, enfin 3 même, plus exactement, concernant 2 monstres de l'art italien que sont Giuseppe Pennone, qui lui est présenté chez Marianne Goodman depuis le 16 mai et qui aura une grosse actualité à partir du mois de juillet à Versailles, où il présentera ses œuvres dans le cadre du prestigieux château. Et nous enchaînons aussi avec Michelangelo Pistoletto, qui est aussi un artiste de l'Arte Povera, qui lui a une double actualité. Au musée du Louvre, il est l'invité de la saison en art contemporain, et la Monnaie de Paris, juste en face du Palais du Louvre, propose elle aussi une petite exposition Michelangelo Pistoletto, et notamment via des performances de l'artiste. Aussi, je propose la galerie Karsten Greve, qui présente une œuvre rare d'un collectionneur de Louise Bourgeois, donc des totems de Louise Bourgeois. Louise Bourgeois, artiste française qui a vécu à New York et qui a marqué l'histoire, née en 1911, décédée en 2010, sculptrice et peintre.
Louise Bourgeois, donc ici avec des totems qui sont splendides de mon point de vue, Pierre. Et vous pouvez donc voir ça en particulier à la galerie Karstengreve. On se rappelle de Louise Bourgeois avec des araignées monumentales en bronze, donc des sculptures monumentales qu'elle a faites en bronze que vous avez peut-être déjà vues. Et qui font des records en vente publique en général. Pour revenir un peu sur l'art cinétique et pour du coup introduire le prochain dossier qui sera consacré à Dynamo, je vous propose, en plus de l'exposition de James Turrell, dont tu parlais tout à l'heure chez Almin Reich, il y a une exposition aussi qui vient d'ouvrir le 16 mai à la galerie Kamel Menour, qui est consacrée à une artiste belge qui s'appelle Anne-Veronica Janssens et qui travaille la lumière à la manière de James Turrell, mais qui du coup propose là chez Kamel Menour une pièce complète plongée dans un brouillard épais et sur un travail de couleur et qui nous fait perdre tous nos repères quand on est dedans. Ouais, c'est assez fascinant. On découvre en effet aussi cet artiste au sein de l'exposition Dynamo que l'on va couvrir dans 2 minutes. Enfin, pour terminer ce mois de mai, à ne pas oublier la nuit des musées le 18 mai. Les musées sont ouverts gratuitement toute la nuit et donc c'est un bon moyen de faire une bonne tournée des musées. La nuit des musées, nuitdesmusées.culture.fr. Il y a un buzz énorme sur Twitter en général ces nuits-là. Donc hashtag NDM13. Voilà. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les musées en général, alors soit font le service minimum en proposant uniquement la gratuité, mais certains proposent effectivement des animations, notamment le musée Rodin, le musée du Louvre aussi propose plusieurs animations qui permettent aux visiteurs de redécouvrir les lieux et sous un autre angle. À suivre du coup dans Coupe-Fil après la pause, l'exposition Dynamo qui se tient au Grand Palais et qui retrace un siècle de lumière et de mouvement, puisque nous parlons d'art cinétique, mais il y a aussi l'op art et différents autres mouvements. En effet, alors Dynamo. Dynamo n'est pas une expo qui laisse le visiteur seul face à lui-même. C'est très simple à comprendre, pas de personnage, pas de mythologie, pas de religion. Le visiteur se laisse aller à la découverte d'un art abstrait, cinétique et optique, fait de lumière et de mouvement. Donc c'est l'exposition qui retrace un siècle d'art cinétique et optique, un siècle de 1913 à 2013. 142 artistes sont présentés, 200 œuvres. Donc mon néophyte que je suis, quelques repères pour commencer, Pierre. Et quand on parle d'art cinétique, c'est un art qui propose des œuvres avec des parties qui sont en mouvement par le vent, par le soleil, du mouvement créé par un moteur, du mouvement créé aussi par le spectateur, et on le verra dans cette exposition, le spectateur agit vraiment avec les œuvres d'art, et donc il est participant. Enfin, l'art optique, aussi appelé optart, quant à lui, exploite plutôt les limites techniques de l'œil humain. Et l'optart va vraiment utiliser des phénomènes d'illusion, des phénomènes de déformation, des jeux optiques, et on a l'impression de voir du relief, mais en fait, ce n'est qu'une impression dans certains cas. Voilà, donc c'est à peu près art cinétique, art optique, vraiment participer au mouvement et à la lumière tout au long de cette exposition Dynamo. Oui, et là nous voyons des images passées, notamment là sur une œuvre de Cruz Diaz qui s'appelle, évidemment j'ai un trou. Des chromosaturations, je crois. Tout à fait, ouais. Merci Benoît. Où effectivement l'artiste nous plonge dans différentes couleurs. Et nous avons une espèce de perception de la couleur différente en passant d'une pièce à l'autre. C'est assez étonnant à faire. L'exposition est en cela vraiment participative, immersive souvent, oui. Notamment sur les œuvres de James Turrell. En effet. Anne-Veronica Janssens, dont on parlait tout à l'heure, effectivement, qui travaille la lumière, qui travaille l'espace. On se retrouve régulièrement un peu perdu. Alors perdu n'est peut-être pas le terme, mais
un peu flottant en sortant de certaines installations. On a perdu complètement nos repères. Oui, c'est assez physique, et là on le voit à l'écran, c'est l'œuvre d'Anne-Veronica Janssen qui s'appelle Bluette, et en fait elle plonge le visiteur dans une dense fumée bleue. C'est une sculpture immatérielle faite de 7 faisceaux qui se croisent dans une pièce qui est complètement plongée dans du brouillard, et donc c'est vraiment une sculpture de lumière, c'est assez intéressant. Oui, ce qu'il faut peut-être rappeler sur cette exposition qui a lieu au Grand Palais, c'est la première exposition qui investit plusieurs espaces du Grand Palais. Habituellement, les expositions de la Réunion des musées nationaux se tiennent dans ce qu'on appelle les galeries nationales, qui sont qu'une infime partie de cet immense lieu. Et cette fois, les œuvres qui sont pour la plupart monumentales prennent racine un petit peu à l'extérieur aussi, dans la nef notamment, et dans d'autres salles. Et ce qui fait que l'exposition est assez conséquente, assez dense, et il faut prévoir au moins une bonne heure et demie de visite si on veut profiter effectivement de toutes ces installations, puisque vraiment l'exposition demande une participation des spectateurs. En effet. Donc sans oublier, Pierre, ses œuvres monumentales à cette exposition Dynamo, à commencer par Xavier Vélan qui présente un mobile au-dessus de l'escalier du Grand Palais. La beauté de ce mobile vous permet aussi de vraiment comprendre la beauté du lieu et la voûte du Grand Palais ici au-dessus de l'escalier. Très beau mobile de Xavier Vélan. Et puis à ne pas rater, en effet c'est facile de le rater, c'est l'œuvre de Felice Varini, qui est une œuvre de 23 disques évidés, plus 12 moitiés et 4 quarts. Cette œuvre est une œuvre à l'extérieur du musée, sous les colonnes de l'aile droite du Grand Palais. À ne pas rater, et c'est assez facile. Oui, effectivement. En partant un petit peu vite de l'exposition, on peut passer à côté de cette œuvre dont Felice Varini lui-même va nous parler de cette genèse et de cette création pour le Grand Palais. Je voulais m'affranchir du tableau, du cadre. Dans mon projecteur, ça c'est mon film. Toi continue ce dessin-là comme ça. Et donc à partir de ça, j'ai commencé à travailler comme ça, très vite, en 78, avec le point de vue, l'idée de la fragmentation. Mais la volonté, c'est me confronter au volume, à l'espace, aux lumières. Ça peut partir d'une ville, d'un quartier, comme d'un petit espace. Mais c'est toujours la relation que je veux, c'est que le spectateur et moi-même puissent déambuler dans l'œuvre et dans l'architecture. Je travaille toujours avec un outil qui est abstrait, qui consiste à placer un point de vue quelque part. Et puis, depuis ce point de vue, je regarde l'espace et je pense une pièce qui va établir des relations avec ce lieu. Par rapport à cette architecture, qui est une architecture classique, grandiloquente, j'ai cherché une intervention tout aussi importante et en même temps j'ai cherché une légèreté, une grande légèreté qui mettait plus en vue l'architecture, qui se mettait en vue elle-même, tout en apparaissant grâce à l'architecture. Ceci du point de vue. Mais dès que vous quittez le point de vue, ce point de vue fatidique, ou dès que vous y arrivez sans y être, si je marche tout du long, il y a ces formes qui s'éclatent, qui devient une suite de petites formes décomposées et déformées par l'architecture. Soit si on est à l'extérieur, si on passe en voiture, on verra des formes aussi très étirées qui vont monter sur les mosaïques, sur le plafond et qui génèrent aussi des formes que je n'ai pas prévues, mais c'est l'espace qui les crée et les mouvements du spectateur. Pour nous artistes, ce qui compte, c'est que l'échange existe, c'est que je la fais pour qu'elle soit vue. Et j'espère que les spectateurs la voient dans toutes ces manifestations sans a priori et qui se laissent
complètement accaparé par elle. Pour toutes les œuvres de cette exposition, effectivement, on souhaite que le visiteur se laisse emporter par ce qu'il ressent en visitant les différentes œuvres. L'exposition, qui a commencé maintenant depuis un mois, se termine le 22 juillet. Le 22 juillet. Merci Benoît. Voilà. Donc à voir au Grand Palais à Paris. On peut aussi, puisqu'il y a une grosse actualité autour de l'art cinétique, on peut aussi voir l'exposition au Palais de Tokyo sur Julio Leparc, qui est un des artistes qui est présenté au Grand Palais. Et Julio Leparc bénéficie aussi d'une exposition à la galerie Bugada et Carniel, dans le 20e arrondissement. Et là, si j'ai bien compris, on parle de lumino-cinétique, c'est-à-dire il y a du mouvement et il y a de la lumière, les deux en même temps. 2 en 1. Et 2 en 1. Actu Design, on passe à l'actu design. Nous allons passer à l'actu design, effectivement. Et nous allons commencer par une manifestation qui aura lieu du 4 au 9 juin à Paris, qui s'appelle les D-Days, anciennement les Designers Days. C'est une manifestation qui a été créée en 2000. Et qui depuis s'est étoffée. Les premières manifestations regroupaient quelques showrooms d'éditeurs, notamment plutôt vers Saint-Germain-des-Prés, et un peu sur la rive droite. Maintenant, ça s'est beaucoup développé et il y a 3 parcours qui sont proposés pendant ce week-end. Il y a le parcours rive gauche, le classique, le parcours rive droite, aussi très classique, et un nouveau parcours qui est un peu plus émergent, qui va regarder du côté de Pantin et de nouveaux ateliers qui émergent petit à petit de ces réhabilitations de friches. Des ateliers de jeunes designers qui montent. La manifestation, cette année, va faire la part belle à des créations de designers spécialement pour les showrooms. Toutes les grandes marques ont joué le jeu et ont sorti leurs plus gros best-sellers et leurs plus gros designers pour essayer de faire des mises en scène qu'on espère très jolies. Donc à voir, à suivre. À voir, oui, comme tous les ans, en général, ça donne le pouls un peu de ce qui se passe dans le design parisien. Très bien. Alors ensuite, on suit avec l'exposition momentanée aux arts décoratifs, au musée des arts décoratifs, des frères Bouroulec. Momentanée est une expo des 2 frères designers, Ronan et Erwan, et ils présentent ici 15 années de création au sein du musée des arts décoratifs. Et je lisais dans la presse qu'à la question « Pourquoi une exposition sur le design ?», Erwan répond « Parce que je veux absolument faire comprendre cette discipline en France, qui n'est pas de l'ingénierie, c'est pourquoi nous documentons tout. » Alors effectivement, l'exposition répond en partie au questionnement de Ronan ou d'Erwan, des 2 frères. Mais en partie seulement, puisqu'on se retrouve quand même à avoir quelque peu l'impression de visiter un showroom. C'est vrai. Notamment sur la grande nef, qui est pourtant une réussite, mais on retrouve un peu leur best-seller. Oui. C'était l'image précédente où on voyait effectivement leur produit phare avec juste en premier plan cette installation avec différents éléments qui s'appellent algues. Les éléments sont pris un par un et on peut faire un montage effectivement comme une espèce de grand voilage. On peut distinguer au fond avec une petite zone bleue un autre élément de leur travail qui s'appelle clouds, qui sont des éléments qui mis bout à bout peuvent former des cloisons en feutre. Voilà, une genre de tapisserie modulaire. Tout à fait, qu'on peut installer un peu partout. On peut donner différentes formes, de la plus petite à la plus grande. Ensuite, sur l'exposition, quand on part sur le côté, il y a toute la partie... Alors là, ici, on est plus vraiment dans l'exposition
je dirais réussi, justement, avec le travail des frères Broulet que l'on voit assemblés sur une plateforme devant nous, et juste à l'arrière, accroché, on distingue la chaise qui est présentée devant complètement désarticulée. Et on retrouve dans cette partie-là de l'exposition justement la partie documentée de leur travail, oui, avec soit des éléments de tissu, des croquis qui sont affichés au mur. La partie la moins réussie, c'est la présentation de leur travail pour l'industrie, ou pour plutôt la partie bureau. Voilà, oui. On se retrouve avec des espaces où là vraiment on a l'impression d'être dans un showroom. Hein. Oui, oui, tout à fait. Les bureaux modulaires, ça fait très showroom en effet, et il y a des choses un petit peu nordiques que l'on retrouve en fait. Donc, aussi, puis on retrouve aussi leur inspiration là sur l'image qu'on vient de voir. Il y a leur bibliothèque qui fait clairement référence au travail de Charlotte Perriand, qui est donc une designer des années 50. Tout à fait. Mais l'exposition reste quand même à voir. Reste à voir. Et puis il y a toujours ce grand écart que l'exposition représente bien entre vraiment des objets artisanaux presque uniques et puis des objets de production de masse. Donc vraiment, ils font ce grand écart continuel. Et puis des objets très petits comme une fourchette, mais aussi des objets beaucoup plus monumentaux, la cloison, monumentaux, pardon. Et donc la cloison d'algues, etc. Toujours ce grand écart qui est assez intéressant quand même chez les frères Bouroulec. Et ce grand écart, on se rend compte qu'on ne le ressent pas vraiment sur le travail proprement dit. C'est-à-dire qu'ils mettent autant de soins, ils apportent autant de soins à un objet qui va être produit en masse qu'un objet qui va être édité pour notamment la Galerie Créo et qui va être édité à quelques exemplaires uniquement. Donc les Bouroulec au musée Art Déco. L'exposition s'appelle Momentané et c'est jusqu'au 1er septembre. Et nous allons terminer par 2 expositions de design complètement antinomiques. Une qui se tient au lieu du design et qui s'appelle Mineral Design et qui est fait en partenariat avec le Craft et différents éditeurs qui mettent l'accent sur le travail de la céramique notamment et des matériaux minéraux. Ça, c'est au lieu du design et ça se trouve rue du Faubourg Saint-Antoine, à côté de Bastille. Et l'autre exposition qui est assez surprenante s'appelle Envie et qui a lieu à la Fondation EDF dans le 6e arrondissement, à côté du Bon Marché. Et là, on retrouve en revanche tout un travail de designers qui se sont appuyés sur la nature. Et notamment, on peut y voir des vases qui ont été créés par des abeilles, puisque les abeilles ont fait la cire autour de ces vases. Donc le designer a fait appel à des petites mains, mais qui sont effectivement animales. Et pour continuer et terminer notre émission, nous allons faire un petit retour sur l'exposition Dynamo, Pierre, et nous allons parler d'applications mobiles participatives, donc un petit clin d'œil sur l'art et la technologie. Et j'aimerais vous parler du bien connu et fameux audio guide qui permet d'avoir des commentaires lorsqu'on visite une exposition. Vous savez bien évidemment que maintenant ces audio guides sont sur des applications mobiles et donc nous avons nos commentaires sur le smartphone en téléchargeant l'application du musée ou de l'expo. Ces fameux audio guides deviennent aujourd'hui participatifs et c'est le cas de l'application Dynamo puisque vous avez la possibilité d'entendre les commentaires sur une œuvre particulière, mais aussi de prendre des photos de cette œuvre, de prendre des photos avec vos amis, votre famille, avec les visiteurs, et donc ensuite vous la postez sur le mur d'images du musée, vous la postez sur Twitter, et c'est vraiment participatif, c'est une autre vue de l'exposition, vue par les spectateurs et reprojetée dans le monde numérique, sur les réseaux sociaux et sur le mur que l'on croise à la fin de l'exposition, ce fameux mur numérique
d'images prises par les spectateurs de l'exposition. Voilà, donc les musées vont clairement dans les réseaux sociaux et dans le numérique. Coupe-fil, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans un mois. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, @WatchTV, #Coupe-fil.